Chers amis, bonsoir. Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes mardi soir 17 novembre. Rappelez-vous, Macron en 2017 annonçait que plus personne ne dormirait dans la rue. 3 ans après, en 2020, ils sont 2 fois plus. Il y aurait 300 000 personnes SDF selon la Fondation Abbé Pierre. Maintenant, 10 millions de Français sont sous le seuil de pauvreté et 8 millions de Français ont besoin de l'aide alimentaire pour vivre. Depuis les débuts de la pandémie, encore plus de monde et de nouveaux Français sombrent dans cette précarité. Des mères auxquelles l'ex-conjoint ne peut plus verser la pension alimentaire, des étudiants privés de petits jobs, des commerçants ayant perdu la moitié de leur chiffre d'affaires quand ce n'est pas la totalité, des intérimaires dont le téléphone ne sonne plus, évidemment, des retraités, des handicapés. Notre protection sociale est à bout de souffle. La mauvaise gestion du Covid amplifie ce phénomène. Macron endette le pays, endette les petites entreprises et les petits commerçants, endette les Français. Certains n'ont plus rien et l'hiver n'est pas passé. Et puis en plus, évidemment, pour parachever cette situation, l'idéologie progressiste nous fait importer la misère du monde chaque jour. Rappelez-vous, 300, 400 000 personnes débarquent chaque année dans notre pays pour faire un très faible pourcentage pour faire des études, mais en touchant des aides, des bourses. Et les autres, ils sont réfugiés, il y a ci, il y a ça. Et enfin, ils veulent du travail, mais ils ne savent rien faire. Enfin bon. Compliqué. Gros mensonge d'Emmanuel Macron, mais on cherche à tout prix à vous faire peur. Rappelez-vous, le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron s'adressait à la nation pour lui annoncer qu'il allait falloir plutôt nous confiner de nouveau. 3036 personnes étaient en réanimation selon les chiffres de Santé publique. Et 3 semaines après, où en sommes-nous, le 14 novembre, 4854 patients étaient en réanimation. Donc, le président, et le 28 octobre, nous disait « À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Nous sommes à la mi-novembre et nous sommes loin des 9000 patients. Tant mieux, me direz-vous, mais nous ne pouvons que nous réjouir, si vous voulez, de la prédiction, que cette prédiction, ce mensonge présidentiel ne soit pas réalisé, heureusement. Voilà. Mais on pourrait dire peut-être a posteriori, on voit que c'est le soir, hein, excusez-moi. On pourrait dire après que la stratégie gouvernementale est justifiée. Mais le débat n'est pas là. La question est de savoir quel crédit on peut encore apporter à la parole publique, notamment celle de celui qui préside aux destinées de la France. On remarquera que face aux événements passés, la parole présidentielle se fait souvent modeste. À ce moment-là, nous ne savions pas tout sur la maladie, nous avons beaucoup appris entre-temps, etc., etc. Par contre, pour parler du futur, face à l'avenir, qui est pourtant incertain, le président fait preuve de plus de certitude. Il sait, nous savons, les scientifiques, on ne discute pas force à la loi, non pas à la loi, même d'ailleurs à la science, à la loi de la science, aux savants qui entourent le chef de l'État dans des décisions comme les mages réunis dans un conseil ou autour du petit Jésus, voilà, hein, c'est ça. C'est la dictature sanitaire. Lorsque Macron nous disait près de 9000 patients seront en réanimation à mi-novembre, le but est surtout de susciter la peur des Français. On nous prend pour des grands enfants qui croient encore au loup ou au Père Noël pour obtenir notre adhésion aux décisions gouvernementales. Cela est-il efficace ? C'est un autre débat. Hein. Les Français en ont marre, ils n'en peuvent plus. Hein. Bon. On a autre chose à faire que de réécouter les allocations présidentielles, mais les allocutions présidentielles, oui, tout à fait. Mais c'est du sadisme, c'est du sadomasochisme, hein, en période de confinement, d'écouter Macron nous parler. Hein. Moi, je me méfie quand Macron nous dit « Nous savons que… » tout ce que je sais, moi, c'est qu'on ne sait jamais. C'était Jean Gabin qui le chantait à l'automne de sa vie. Alors, j'ai des petites nouvelles par mon ami
André, en Belgique. Alors bon, les situations économiques sont désastreuses. Et là, je vois dans une revue belge, hein, et je sais que ça s'est passé, une indépendante s'est suicidée en France, et encore s'il n'y en a qu'une, ça m'étonnerait. Là, à Liège, une jeune indépendante liégeoise se suicide après avoir tout perdu. Elle avait ouvert un barbershop le 3 août dernier. Quelques semaines à peine après l'ouverture, elle a dû fermer son commerce non essentiel, sur ordre du gouvernement. Elle expliquait: j'ai mis tout ce que j'avais dans mon salon et je veux m'en sortir, quitte à travailler plus. Voilà. Elle expliquait au bord des larmes et la gorge nouée: je ne peux pas me permettre d'abandonner, déjà par fierté. Je suis dans une situation où ma comptable me demande de fermer après 3 mois d'ouverture. Je ne puis plus subvenir à mes besoins primaires, donc manger, payer mes factures, me chauffer. Ça devient très compliqué financièrement. Elle n'avait pas eu droit à des aides parce que son commerce était trop récent, donc elle était inéligible aux aides proposées. Donc, elle a mis fin à ses jours le 16 novembre, lundi, hier. Aucune aide ne lui était accordée, pas même un geste. Ses charges, ses factures s'accumulaient. Elle ne voyait aucune échappatoire. Voilà. Hein. C'était une personne joviale, un vrai rayon de soleil. Elle avait des rêves, de l'ambition, la vie devant elle. Et ma foi, les faits en ont décidé autrement. Voilà. Cette jeune femme s'est envolée. Elle est donc devenue le symbole un petit peu au niveau de la Belgique des jeunes indépendants oubliés de cette crise. Alors, on avait vu un truc surprenant il y a 2-3 jours. Avec la Macronie, si vous voulez, les surprises sont quotidiennes. Hein. Effectivement, dealer de la drogue serait une activité essentielle. Le préfet sur le terrain n'a pas contesté visiblement la légalité des truands, mais l'absence des masques. Voilà. Hein. Donc, nous avons un monsieur Emmanuel Barbe. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur Emmanuel Barbe? C'est bien connu, si vous voulez, la loi est faite pour ceux qui obéissent à la loi. Hein, d'accord. Donc, monsieur préfet de police des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, ancien monsieur aux sécurités routières, explique benoîtement, au micro de BFM TV, que tous ceux de bonne foi ont bien compris les règles et les appliquent facilement. Les règles, c'est lié évidemment à la lutte contre la propagation du virus, avec donc l'attestation dérogatoire. Et il nous dit, ce monsieur, dans une interview sur BFM, c'est incroyable, hein, j'étais hier sur des contrôles dans des endroits où l'on vend de la drogue. Ah, personne parmi les acheteurs, et à plus forte raison parmi les vendeurs, n'avait d'attestation. Attendez, on croit rêver. Les vendeurs de drogue, les dealers, ils vont se faire une attestation, ils mettent quoi dessus? Activité, aide aux personnes âgées, ou... enfin bon, je ne sais plus. Ont-ils été interpellés pour ne pas avoir d'attestation et de masque, ou c'est parce qu'ils accomplissaient leur petit trafic, peut-être avec un peu de chance, ni l'un ni l'autre, comme d'habitude. Hein. Alors, cela tranche, quelques heures après cette déclaration surréaliste, un sénateur RN, Stéphane Ravier, relatait sur Twitter des images tournées dans le 14e arrondissement de Marseille. Encore une scène de guerre dans la cité des Rosiers à Marseille. On ne fera jamais la guerre aux trafiquants ni aux terroristes tant que les Français liront des laxistes irresponsables qui nous gouvernent depuis 50 ans. On a même retrouvé une balle perdue dans le nounours d'un enfant de 3 ans qui a été blessé au pied. Mais non, mais ils ne sont pas laxistes au gouvernement. Rendez-vous compte, la semaine dernière, Gérald Darmanin affichait déjà quelques 100 000 verbalisations pour les attestations. Et je pense les masques, hein, voilà. Et on s'apprête à envoyer la police sur le parvis des églises si les catholiques s'obstinent à vouloir s'attrouper pour réclamer la messe, vous vous rendez compte, hein. D'ailleurs, ce dimanche 15 novembre, rapporte la Provence, une trentaine de fidèles de la fraternité Saint-Pie X étaient verbalisés à Aix-en-Provence, toujours dans les Bouches-du-Rhône, pour avoir assisté à la messe dans leur chapelle. Voilà, tout est une question de priorité. Avec Macron, c'est bien connu. Vous voyez, la juste exposition de ces scènes provençales à quelques heures et quelques kilomètres de distance nous laisse malheureusement entrevoir que la priorité, c'est ceux qui veulent aller à l'église. Il faut vite les intercepter. Par contre, les vendeurs de drogue, ils peuvent continuer leur petit trafic. Hein, voilà. Alors, je vais vous parler. On voit une vidéo, je vous en mets une vingtaine de secondes. Une maman, hier, je crois,
menottée et traînée par des gendarmes au marché de La Salle dans le 30. Hein. Bon. Motif, elle a défendu sa fille de 13 ans qui portait le masque sous le nez. Les gendarmes ont allumé, d'après les témoignages, ils ont allumé tout le monde, les commerçants, les clients, même les gens qui mangeaient sur place, voilà. Ils se sont tous pris une prune, enfin bon, ils ont cherché vraiment des noises. Et en plus, certains témoins ont demandé aux gendarmes leur matricule, ce qu'on appelle le RIO. Et ces personnes des forces de l'ordre ont refusé de donner leur matricule. Voilà. Mais donc ils se sont lâchés et bon, vous allez voir, ils traînent cette mère de famille jusqu'à leur fourgon. Voilà, ils la traînent par terre à plusieurs sur une femme entre 30 et 40 ans, vous voyez. Bon. Je coupe, je vous laisse cette petite vidéo et puis je reviens vers vous. D'accord? Allez, merci, à tout de suite. Vous avez pu le voir, c'est édifiant. Faites bien attention avec votre masque, avec votre attestation, sinon on va vous bastonner pour pas grand-chose. Alors vous rendez-vous compte, les catholiques menacent la République de Macron. Ah oui, donc pas de problème pour les dealers, mais rigueur absolue à l'encontre des petits commerçants et des croyants. Hein. Ceux qui veulent défendre les libertés fondamentales, le choix de la religion, hein, sont de dangereux radicaux. Hein. On ne les appelle pas encore des terroristes, mais... D'ailleurs, il y a un monsieur Vargon, qui est un médecin de la bande Aveyran, et du ministre de la Santé. Il est époux, en fin de compte, de Emmanuel Vargon, hein, il s'appelle Mathias. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Mais quelle honte, ces prières de rue, revenons à la laïcité et ne laissons pas la rue assez radicalisée. Voilà, hein, puisqu'il y avait des prières de rue devant Saint-Sulpice. Et les fidèles demandaient la réouverture des églises malgré le confinement. Alors, je vais vous dire, franchement, pour le peu de monde qui vont dans les églises, je pense qu'on peut respecter largement la distanciation sociale. Hein. Quand vous avez parfois 40-50 personnes dans une église qui peut en contenir 300 ou 400, je ne pense pas qu'ils vont se contaminer. Hein. Peut-être pour l'Eucharistie, je ne sais pas comment on peut faire. Bon, on pourrait trouver une solution entre gens de bonne volonté. La présentation de l'hostie et la communion, c'est à voir. Mais enfin bon, vous voyez, je veux dire, franchement, c'est... Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit que toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. N'est-ce pas, nos amis musulmans? Je vous rappelle qu'on a le droit de quitter la religion musulmane, mais que chez vous, c'est puni de mort. Donc, vous voyez, hein, on n'a pas tout à fait les mêmes valeurs. Hein. Donc, on a le droit de changer de religion, de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Priver un croyant de ce droit au moment où les foules s'assemblent dans les transports en commun, c'est le cas, hein, ou dans les grandes surfaces qui sont ouvertes, ne justifie pas, pour des raisons sanitaires, à la différence du premier confinement. Le premier confinement, effectivement, tout était vraiment fermé. Mais là, vous apercevez que, en fin de compte, moi je passe dans des endroits, attendez, vous faites la queue à Leroy Merlin, vous êtes tous les uns derrière les autres, Carrefour c'est pareil, non mais c'est du grand n'importe quoi. Quand je pense à tous ces petits indépendants, ces petits commerçants, enfin bon. Je suis scandalisé, écœuré. Oui, tiens, on parlait d'islam. Vous savez qu'ils sont mis suite à l'attentat de Vienne, à l'attentat de Nice, c'est revenu à l'ordre du jour, la lutte contre l'islamisme. Alors, ils sont marrants parce que l'Union européenne affirme que la lutte contre le terrorisme n'est pas dirigée contre la religion. Notre lutte n'est pas dirigée contre les croyances religieuses, mais contre l'extrémisme violent, déclarent les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne dans un communiqué, hein, toujours vers la semaine dernière. Hein.
Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont tenu vendredi une réunion virtuelle pour discuter des récentes attaques en France et en Autriche. Les ministres ont publié une déclaration commune à l'issue de la réunion, soulignant que la lutte contre le terrorisme n'est dirigée comme aucune croyance religieuse ou politique. Voilà. Parce que la France et l'Autriche avaient publié des projets appelant à des efforts plus forts dans la lutte contre l'islamisme. Mais d'autres États membres se sont opposés à lier l'islam à la lutte contre le terrorisme. Voilà. Donc la déclaration souligne également l'importance de l'inclusion, de la cohésion sociale et de l'intégration dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme. Oui, enfin c'est bien gentil, mais bon, rappelez-vous que pour ces gens-là, nous sommes des mécréants, donc ils ne vont pas chercher à s'intégrer à des mécréants. Ça serait mélanger les torchons et les serviettes. Bien entendu, c'est nous les torchons, hein. C'est nous qui les accueillons, mais nous sommes les torchons. Et eux, ce sont des âmes pures. Tiens, vous allez voir, tiens. Toujours des nouvelles de Belgique. À Saint-Josse, une policière agressée lors d'un contrôle Corona. Une policière, donc, agressée lors d'un contrôle du respect des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus. C'est vers Bruxelles-Nord. Hein. La policière a été frappée par un homme qui ne portait pas de masque de protection et qui refusait de décliner son identité. L'homme a aussi tenté, sans succès, de s'emparer de l'arme de service. L'individu a été libéré après audition et a reçu un ordre de quitter le territoire. Voilà. Ils ont été obligés de faire venir une deuxième patrouille en renfort pour maîtriser l'individu. Hein. Voilà. C'est une personne en séjour illégal. Après interrogatoire, il a été libéré et a reçu un ordre de quitter le territoire. Mais il avait déjà reçu un ordre de quitter le territoire. C'est ça le biais du truc. C'est qu'en fin de compte, tant qu'on ne le chope pas, on lui ordonnera de quitter le territoire. Mais si on ne le met pas dans l'avion, voilà. La policière a reçu une incapacité de travail de 7 jours. Hein. Et puis, pareil, dans une autre localité, à Ixelles, 3 agents de la police locale ont été légèrement blessés un samedi après-midi lors d'un contrôle d'identité lié à la lutte contre le corona. Voilà, l'individu que les policiers voulaient contrôler s'est rebellé, d'autres personnes s'en sont mêlées, blessant les 3 agents qui sont en incapacité de travail pour une semaine. Voilà. 3 personnes ont été interpellées, présentées au parquet et remises en liberté. J'ai comme eu l'idée de connaître, c'est méchant, mais c'est que la pure réalité. Alors, rappelez-vous l'horrible assassinat du chauffeur de bus à Bayonne. Alors, vendredi dernier, l'un des hommes arrêtés après la mort d'un chauffeur de bus en juillet à Bayonne avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Mais il vient d'être à nouveau interpellé pour un autre dossier, voilà, pour des suspicions de violence sur une femme qu'il a hébergée à Bayonne, où d'ailleurs il n'avait pas le droit d'aller. Voilà. L'homme aurait frappé la femme en lui donnant une gifle et un coup de poing. Voilà. Hein. Alors, il faut savoir, je l'ai vu, il me semble, dans un tweet, dans un message de Dupont-Aignan, qu'au bout de 4 mois, quand vous êtes placé sous contrôle judiciaire, enfin, vous êtes temporairement arrêté, tant qu'il n'y a pas procès, on est obligé de vous relâcher au bout de 4 mois. Donc, il s'est retrouvé de nouveau dans la rue, et la première chose à faire, c'est d'aller faire le con. Bon, une petite annonce pour vous faire sourire. Hein. Un théologien musulman, dans le Parisien, un monsieur, un théologien, hein, fiché S depuis des années pour islamisme, cet homme qui se présente comme un théologien musulman est soupçonné d'être aujourd'hui le chef d'un réseau très sophistiqué d'escroqueries aux prêts automobiles. Faux papiers, compte bancaire usurpé, crédit vérolé, société écran, mouvement de fonds douteux, avec 9 complices présumés. Mahamar M aurait mis au point un redoutable stratagème pour voler plus de 4,7 millions d'euros à des organismes de crédit et ainsi s'assurer un train de vie dispendieux. Le Parisien pose la question, les arnaques financières sont-elles compatibles avec les valeurs de l'islam? Comme quoi, parfois la religion lui fait dire ce qu'on veut, mais il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Et souvent ça fait 2. Donc, je reviens sur l'audio-chantage de Jean Castex, qui est quelque part un pantin des labos pharmaceutiques et des oligarques fous qui veulent nous enfermer chez nous. Hein. Il y aura des mesures sanitaires tant que nous n'aurons pas de vaccin. Les rassemblements festifs, familiaux dans les salles de fête ne pourront pas reprendre avant longtemps. De même, les bars et les restaurants ne pourront pas rouvrir. Voilà. Hein.
Même si les indicateurs sanitaires s'améliorent légèrement, la situation reste préoccupante. Décidément, ce soir, je suis fatigué. Et il faut s'attendre à des mesures sanitaires jusqu'à l'arrivée d'un vaccin contre le corona. Hein. Voilà. Ça, c'était samedi 14 novembre dans un entretien au Monde. Il va falloir vivre avec le virus sur le temps long et que tant que nous n'aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu. Enfin, il faut comprendre que tant que vous n'aurez pas accepté de vous faire piquer, nous ne vous lâcherons pas la bride. Hein. Voilà. Il travaille sur une stratégie de lutte contre le Covid jusqu'à l'été 2021. Voilà, on va nous refaire le coup d'une troisième vague, vous allez voir. Hein. Voilà. Alors les bars, les restaurants ne comptaient pas rouvrir dès le 1er décembre, hein, contrairement aux magasins de jouets. Ah, d'accord. Voilà. Il y aura un protocole renforcé. À partir du 1er décembre, certains magasins pourront de nouveau rouvrir. Mais par contre, le télétravail devra perdurer sur la base d'un équilibre à trouver dans les entreprises pour éviter le tout ou rien. Plus les gens feront d'efforts maintenant, plus on pourra desserrer rapidement. Oui, voilà. Hein. Seule une régulation par la société elle-même nous permettra une cohabitation apaisée avec le virus. Les Français ont envie de bosser, c'est une satisfaction, mais moi je suis obligé de leur dire sécurité et protection sanitaire. Voilà. Alors, nous sommes dans une crise qu'on n'a pas vue depuis 1920 avec des centaines de morts tous les jours. Oui, ils privilégient la sécurité sanitaire. Eh bien, Coco, hein, t'avais qu'à nous donner des masques à une époque, quand on en demandait. Enfin bon. Donc vous apercevez que l'industrie du mensonge et la propagande covidiste a imposé le confinement pour tous contre la vie des gens, contre ceux qui composent le peuple soumis. Et ces dirigeants nous regardent avec indifférence. Ils veulent dominer, soumettre les Français par l'appropriation de la richesse, et c'est leurs copains des GAFA qui s'en occupent. On voit ces décisions arbitraires. Eux, ce sont des confinementeurs, racailles totalitaires, qui agissent en contradiction avec la réalité, avec l'objectivité, et ils sont contre l'activité professionnelle de tous ceux qui travaillent à leur compte et qui ne vont pas attendre pour payer les taxes et les impôts, et par la suite voir leur existence ruinée. Ce sont des bonimenteurs totalitaires qui mettent la société, la santé des citoyens, et tout ça, c'est en état de ruine. Hein. Rappelez-vous que le PDG de Pfizer a vendu 5,6 millions pour 6 millions de dollars le jour même de l'annonce de l'efficacité de son vaccin. Je vous en ai déjà parlé. Voilà. Hein. Donc, cette action était montée jusqu'à 14%. Voilà. Le président, la vice-présidente. Hein, voilà. Comme par hasard. C'est là qu'ils ont vendu. Vous voyez bien que ce sont les forces essentielles politico-financières qui sont à l'œuvre dans la crise du corona. Ils mettent à bas toutes les activités légitimes et ruinent l'existence des petits commerçants. Spéculation, il y a des super profits fabuleux. Hein. Voilà, c'est ça la religion de ces gens-là, hein, mais pas le bien des citoyens. Nous avons sous les yeux, devant nous, et c'est très concret si vous voulez, une aliénation de la population qui est confinée et ruinée par les forces de la spéculation, de la finance internationale, et on les voit en action. Chacun sent bien que ce deuxième confinement ne fait pas, ça passe pas dans l'opinion. Les sondages globaux sont faussés par le climat de peur. En effet, sous l'effet de la crainte de la mort, les sondés répondent qu'ils sont prêts à tout accepter pour sauver leur peau. Mais dans les profondeurs du pays, les mesures autoritaristes et liberticides du pouvoir ne sont pas acceptées. Cette fois-ci, les Français vivent comme une humiliation collective, les laissez-passer obligatoires pour sortir de chez soi, quand certains s'en passent allègrement dans certains quartiers. Hein. Les Français ne supportent pas que le pouvoir leur impose, comme à des enfants immatures, sa vision des produits essentiels et non essentiels. Ils ne comprennent pas le choix arbitraire d'autoriser la vente de tabac, mais de leur interdire d'acheter des livres en librairie. Ils n'acceptent pas le chantage permanent, puéril même, du pouvoir sur les fêtes de Noël et de fin d'année. Soyez sages, hein, parce que sinon, il n'y a pas de Noël. Hein.
Les Français jugent inadmissibles les restrictions apportées à leur liberté de circulation et les interdictions de voir la famille. Ils jugent inepte l'ordre moral imposé d'en haut par un pouvoir jupitérien et ses ingérences dans la vie privée, voire intime, quant au nombre de personnes admises à table. Les contrôles de police envers les passants paisibles sont ressentis comme abusifs et inacceptables, alors que la violence se déchaîne dans l'impunité habituelle au cœur des zones de non-droit. On l'a vu tout à l'heure avec la vidéo de la dame qui était menottée. Ces mesures ne passent absolument pas dans les profondeurs du pays. Elles sont ressenties par les Français comme inutiles, inefficaces et illégitimes. On a toujours cette impression avec le gouvernement Macron, cette arrogance qui tombe de là-haut, et ça suscite un profond malaise, si vous voulez. Hein. Il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité. Il y a un grondement sourd qui remonte des entrailles du pays. Hein. Ce grondement qu'un pouvoir déconnecté, détesté et aveuglé par des sondages mensongers ne saurait entendre. Ils n'entendraient rien là-haut. Hein. Cet aveuglement, cet autoritarisme, ce comportement obtus, ils sont dans le déni, ils restent sourds à tous les arguments de bon sens. Ce pouvoir serait-il faible, en perdition, déboussolé? La révolte est en train de prendre le pas sur la peur. Nous sommes à la veille d'une violente explosion sociale, peut-être, et d'une crise politique d'une exceptionnelle gravité. Mais faudra-t-il en passer par là pour peut-être conserver notre liberté? Je vous rappelle que vivre, c'est aussi mourir, et que le taux de mortalité de ce virus est de 0,023 quelque chose. C'est négligeable. Enfin négligeable, évidemment, je me mets à la place des personnes qui ont leur famille à l'hôpital, on est d'accord. Mais on a beaucoup plus de morts du cancer, de tous les sortes de cancers. On a des gens qui meurent sur les routes. Enfin, moins maintenant, parce qu'on n'a plus le droit de rouler. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est très, très... On va avoir des centaines de personnes qui vont être dans la misère la plus totale. Plein d'indépendants, à qui on a fait des prêts, mais à un moment, les prêts, il faut les rembourser. Et si vous n'avez pas de chiffre d'affaires qui rentre, même pas un peu de chiffre d'affaires pour payer le loyer, vous voyez. On ne parle pas de payer les charges, ni se sortir un salaire, mais de payer le loyer du magasin. Même pas. Par contre, on vous a dit, oui, vous allez acheter du plexiglas pour mettre dans votre restaurant, vous allez faire des zones, bouger les tables pour que les gens ne soient pas côte à côte et tout. Oui, 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 oui. Vous faites la vente emportée, oui, il n'y a pas de problème. Bien, je dépense 1000, 2000 euros pour m'équiper. Et puis au bout d'un mois, on me dit, si on s'est bien foutu de votre gueule, maintenant vous fermez votre restaurant, vous n'avez plus le droit de rester ouvert. Ah, bien. Donc j'étais déjà dans le rouge, je me suis mis encore plus dans le rouge, et tout ça pour rester fermé. Voilà. Comme disaient des remarques d'hommes politiques, on est gouverné au jour le jour. Je veux dire, voilà, ils vous prennent des décisions, il faut les appliquer le lendemain, le surlendemain. Je veux dire, en fait, ça ne peut pas faire tourner une économie comme ça. Bon, sur ce, écoutez, je pense que le temps que je mixe un petit peu ces vidéos, elles vont commencer à sortir ce soir, tard dans la nuit, voire demain matin. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée du mercredi, hein, certainement, quand vous la verrez. Et puis, on va voir la suite. Peut-être on aura peut-être des nouvelles au niveau des élections. Alors oui, je reviens. J'ouvre une toute petite parenthèse. J'ai vu à droite, à gauche certaines choses. Vous avez des serveurs informatiques qui sont en Allemagne. Et ma foi, il semblerait que Trump ait envoyé des militaires accompagnés de policiers allemands qui sont allés voir dans ce fameux serveur, où parfois il y a des modifications de vote, des algorithmes qui attribuent à Biden des votes qui étaient pour Trump. C'est par rapport aux résultats des machines à voter, vous voyez. Il y a déjà eu des histoires de fraude dans le passé avec ce type de matériel, vous voyez. On est un petit peu dans un mauvais feuilleton quand même. Hein. Donc on va voir, c'est peut-être la seule solution qu'a Trump pour rester au pouvoir. Nous verrons. En tous les cas, franchement... je croyais qu'il devait avoir un raz-de-marée de Biden, et puis vous voyez qu'en fin de compte, il va peut-être gagner avec de la triche. Mais nous aurons certainement l'occasion d'y revenir.
En tous les cas, la priorité, c'est pas tellement de regarder de l'autre côté de l'Atlantique, c'est de regarder ce qui se passe en France et la misère qui grandit, qui grandit. Vous vous rendez compte? Et nous sommes la 6e puissance économique. Poum! Sur ce, je vous embrasse. Ma foi partagée. Il me reste encore, je crois, 12 jours de censure Facebook. Après, ça ira mieux. Je pourrai mieux diffuser dans mes groupes. Et j'aurai peut-être un petit peu plus de succès dans le nombre de vues. Hein. Ça fait toujours quand même plaisir. Voilà. En tous les cas, merci de votre fidélité. Merci de m'accompagner. Et puis, à très bientôt. Allez, au revoir.